Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive, et avec mes deux invités ce matin, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui et qui est d'actualité. C'est la RE 2020 et on va essayer de faire un état des lieux et puis de voir un peu quel va être l'impact de cette nouvelle réglementation environnementale sur les matériaux et sur les systèmes. Avec moi pour en parler, Monsieur Simon Barret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence de Lyon de Tribu Énergie. Tribu Énergie. Tout à fait. Donc Tribu Énergie, on est un bureau d'études spécialisé en performance énergétique, performance environnementale du bâtiment, tout type de bâtiment. Voilà. Et donc on a beaucoup travaillé, œuvré pour l'élaboration de cette réglementation. Voilà, hein, vous faites partie des bureaux d'études qui ont travaillé sur cette réglementation et qui l'ont mise en place. À côté de vous, Monsieur Thomas Périssin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-directeur de Ocofen. Ocofen France. Nous sommes filiale d'Ocofen Autriche, fabricant de chaudières à granulés de bois, importateur pour la France, leader sur le marché de la chaudière à granulés de bois domestique. Voilà, donc le gros de notre activité, c'est le domestique et on fait du collectif, mais on est très concentré sur le domestique. Avec vous, on va voir l'aspect système. Un des aspects système, malheureusement, nous n'avons pas eu tous les systèmes autour de cette table. On va commencer avec vous deux et simplement une question un peu générale. Quand je vous dis impact sur les matériaux et les systèmes de la RE 2020, est-ce que c'est une réalité ou pas ? La réponse est oui et non. Donc on va voir, enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, on va y revenir, voilà, après on fera un peu les la réglementation RE 2020 est une réglementation évolutive et donc au début ça va aller assez doucement et puis ça va s'accélérer au fur et à mesure. Donc des impacts, oui, mais sur un terme un peu plus lointain. Sur une bonne dizaine d'années. De votre point de vue ? Alors merci de m'avoir soufflé cette réponse. Je dirais oui et non dans le collectif. Je pense que les solutions qu'on propose aujourd'hui sont déjà des solutions adaptées et qui répondent pleinement aux contraintes qui sont fixées par la RE 2020. Et dans le domestique, on va en parler également, mais je pense que ça méritait des évolutions produits qu'on a anticipées. Alors, je vais vous demander, avant de commencer, de nous faire un petit résumé, pour ceux qui ne le sauraient pas, de ce qu'est la réglementation environnementale 2020. Oui, alors donc je vais essayer d'être synthétique. Voilà, on va essayer d'être synthétique. Et puis il y a des tas de magazines qui ont écrit sur le sujet. Je vous invite à lire la presse sur ce sujet. Exactement. Alors ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que donc la réglementation environnementale 2020, elle vient dans la continuité de la RT 2012, avec comme ambition évidemment d'aller un petit peu plus loin sur la partie énergie, donc un petit peu moins de consommation, et puis également d'introduire un nouveau sujet qui est le sujet carbone. Qui est complètement nouveau, puisque jusqu'à maintenant la réglementation thermique était un petit peu monomaniaque du kilowattheure consommé, et maintenant on ouvre un petit peu le champ des réflexions en parlant de carbone. Et le troisième pilier de la réglementation, c'est le confort d'été, voilà, avec un nouvel indicateur. Voilà, donc c'est un peu ça les grandes lignes. On accentue aussi ce qu'on appelle le BBio. Rappelez-nous ce qu'est le BBio. Là, c'est l'aspect consommation, hein, donc l'idée, c'est de consommer moins. Oui, tout à fait. Donc sur le BBio, qui est un indicateur qui existait déjà en RT 2012, qui est conservé, modifié à la marge en RE 2020. Donc il s'agit de caractériser l'enveloppe du bâtiment. Le bâtiment tel qu'il est orienté, isolé, etc. Il va générer plus ou moins de besoins de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Et donc, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que sur le secteur résidentiel, en logement individuel ou collectif, on a un niveau de BBio qui est demandé en RE 2020 qui est de l'ordre de moins 20 à moins 30% par rapport au BBio de la RT 2012. Ce qui est faisable. Ce qui est tout à fait faisable, hein. C'est vrai que c'est 30%. Il faut imaginer que comme sur le BBio, le gros contributeur, c'est en général les besoins de chauffage. Ça veut dire que faire 30% de moins sur le besoin, c'est travailler principalement sur le chauffage. Et donc, en première approximation, on peut se dire que c'est 30% d'isolant en plus. Voilà, ça donne une idée à peu près de ce qu'est la différence entre RT 2012 et RE 2020. Voilà, une enveloppe plus manteau et tout à fait. Sans oublier le coupe-vent avec sur la perméabilité à l'air. Voilà, perméabilité à l'air, rien ne change. Rien ne change, donc mêmes exigences sur la perméabilité dans le logement individuel et dans le logement collectif également. C'est obligation de mesure et obligation de résultat. Voilà.
De ce point de vue-là, rien ne change. Donc on a vu le Bio. Du point de vue carbone, c'est quelque chose de nouveau et c'est ce qu'on on en entend beaucoup parler. Quand on parle de carbone avec l'Aéro 2020, on parle de quoi? On parle d'énergie, on parle de matériaux. Quels sont les leviers sur lesquels que l'on va actionner? Alors les deux. Effectivement, on a deux exigences qui concernent le carbone. Une première exigence qui concerne l'impact carbone des consommations énergétiques. On aura deux leviers d'action. Moins on va consommer et moins on va émettre de carbone. Et puis deuxième levier d'action, c'est le type d'énergie qu'on utilise, puisque selon que vous utilisez de l'électricité, du bois, du gaz ou un réseau de chaleur pour vous chauffer, eh bien ce ne sera pas le même contenu carbone. Voilà, donc il y a un seuil carbone sur les consommations d'énergie à respecter. Avec, dès le 1er janvier 2022, une chaudière gaz qui aura du mal à venir dans la maison individuelle, pour cette raison-là. Exactement, c'est cet indicateur-là qui fait que pour les chaudières gaz, enfin pour l'énergie gaz, c'est compliqué, pour ne pas dire impossible, de construire une maison individuelle qui respecte cette exigence-là avec une simple chaudière gaz en chauffage eau chaude. Ça, c'est le premier impact. C'est un des premiers impacts et c'est un impact important. Hein. C'est pas. Tout à fait. Je dirais, c'est l'impact le plus visible, le plus immédiat de la RE 2020, qui n'est pas neutre, hein, mais voilà. On va parler d'autres impacts après. Voilà. Sur l'aspect confort d'été, on prend en compte le climat. Qu'est-ce qu'on veut prendre en compte en renforçant cet aspect-là? Alors, on prend en compte effectivement le climat. On va en fait, sur l'impact confort d'été, on va quantifier, plutôt que de quantifier un confort, on va quantifier un inconfort qu'on va essayer de minimiser. Donc, on va avoir plusieurs stratégies pour minimiser cet inconfort. Toutes les solutions passives, donc protection solaire, isolation, l'inertie, le caractère traversant des logements ou pas, pour permettre de faire de la ventilation traversante, vont être prises en compte dans l'inconfort d'été qui va être quantifié par la réglementation. Voilà, avec une notion de région. Hein. Voilà, une notion de région. Donc évidemment, si vous êtes sur un climat breton ou un climat méditerranéen, l'impact n'est pas tout à fait le même. Et comme on demande dans les deux cas d'arriver quasiment au même résultat, dans la réalité des faits, c'est vrai que ça va être bien plus compliqué pour les régions en zone chaude, méditerranéenne, d'arriver au confort d'été, puisqu'on lui demande d'avoir le même confort d'été que si la maison était dans les Hauts-de-France ou en Bretagne. Alors, on vient de faire un petit tour d'horizon. Il y a encore deux choses dont on n'a pas parlé. Ce sont les fiches de données des déclarations environnementales et puis les PEP pour les systèmes et l'analyse de cycle de vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est et à quoi ça sert ? Tout à fait, merci. Donc effectivement, ça sert à faire à répondre à la deuxième exigence carbone de l'ARE 2020, qui est de calculer un impact carbone de la construction du bâtiment. Donc pour faire mon bâtiment, j'ai besoin de béton, j'ai besoin de mettre de la moquette, de la peinture, etc. Et donc je dois quantifier l'impact carbone associé à tous ces matériaux. Et cet impact carbone, je vais le trouver dans un document qui s'appelle une FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Et en fait, une FDES donne le résultat de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire que à partir du moment où on est allé chercher les matières premières, puis on a transformé des matières premières, ensuite on a fabriqué un produit, on l'a transporté, on l'a mis en œuvre et puis à la fin, en fin de vie, on l'a supprimé, on l'a mis en déchetterie ou enfoui. Et bien, sur tout ce parcours-là de vie, on a émis un certain impact carbone. Entre autres, et donc cet impact carbone-là, il est quantifié dans la FDES. Nous, on va utiliser le résultat de cette FDES pour quantifier l'impact carbone totalisé sur le bâtiment. D'accord. On y reviendra après. Pour les équipements techniques comme les vôtres, ce sont des PEP. Qu'est-ce que ça impose à l'industriel, la PEP? Et comment vous travaillez ces sujets-là? Alors c'est bien, c'est le sujet sur lequel on a le moins travaillé. L'impact du système énergétique étant très très faible sur l'impact carbone de la construction. Globalement, nous, on a accepté de laisser les valeurs standards prises par les systèmes et de ne pas travailler sur le sujet en disant pour l'instant, ce n'est pas prioritaire du tout pour nous. Donc concrètement, on considère que l'impact est faible et qu'on n'a pas travaillé dessus pour essayer de réduire l'impact carbone d'une chaudière à bois qui, encore une fois, a peu d'impact dans l'ensemble du bâtiment et de sa construction. Pourquoi elle a peu d'impact ? À côté de passer
d'une construction béton à une construction bois, par exemple, c'est une toute petite quantité d'énergie et donc, ou de matière consommée et donc de carbone émis lors de la construction, enfin de la construction de la fabrication du système, de son installation et de sa revalorisation derrière. D'accord, c'est-à-dire que vous avez un petit impact sur le global. Le système énergétique, il a un impact fort sur la durée, dans la vie et donc sur la consommation d'énergie et donc son émission carbone durant toute la vie du bâtiment. Mais au moment de sa mise en place et de sa destruction ou de sa valorisation, c'est un impact très faible et donc on n'a pas donné priorité à ce sujet-là. Sur l'aspect énergie, est-ce que la RE de 2020 aura un impact sur le fait, alors on a vu que ça avait un impact avec le gaz, mais est-ce que ça va développer l'énergie bois? On entend beaucoup évidemment parler de la PAC, mais malheureusement ils n'ont pas pu être là ce matin. Je ne vais pas vous demander de vous faire le porte-parole de la PAC, mais du point de vue de l'énergie bois, du bois énergie, et comment vous êtes positionné et s'il y a des leviers sur lesquels on doit agir, ce sont lesquels? Alors par où je le prends? On fait partie des petites filières, donc on a été très très peu présent dans l'ensemble des discussions qu'il y a pu avoir autour de la réglementation environnementale. Et pourtant à la fin, effectivement, elle nous est globalement favorable. Donc probablement qu'on a une solution énergétique vraiment formidable et qu'on n'a pas besoin de faire du lobbying pour que naturellement on trouve notre place dans les évolutions réglementaires. Par le contenu carbone du bois, globalement, on est favorisé par ce nouvel indicateur carbone, très clairement. Et globalement, il ressort deux solutions. Y compris sur l'énergie, puisque vos chaudières fonctionnent avec du pellet, entre autres, y compris sur le pellet. Y compris sur le pellet, très clairement sur le pellet également. Et sur ce qui ressort des simulations que vous avez pu faire, je crois que vraiment il y a deux solutions évidentes qui répondent à l'ensemble des critères et des exigences. C'est effectivement la pompe à chaleur qui a déjà sa place très largement dans la construction neuve et la chaudière à granulés qui est assez peu présente. Le poêle à granulés avait fait sa place tout doucement depuis une dizaine d'années. La chaudière à granulés était peu présente pour plusieurs raisons qui font qu'effectivement il a fallu faire évoluer le produit. Et là, la réglementation pousse naturellement cette solution. Donc c'était intéressant pour nous de travailler sur des nouveaux produits pour s'adapter à cette réglementation favorable. Voilà, donc on y reviendra après, savoir comment on s'adapte sur une enveloppe qui est plus performante en fait. On va passer sur les matériaux, sur l'impact carbone des matériaux, sauf si vous voulez faire une petite... réagir à ce qu'on vient d'entendre. Alors, première chose, c'est que oui, effectivement, l'impact carbone des matériaux, le système constructif a une part qui est prépondérante. Donc, effectivement, passer d'un système béton tel qu'on le fabrique aujourd'hui à un système tout bois, par exemple, ça va avoir une forte incidence sur le calcul RE 2020 et l'impact carbone qu'on en sort. Je mettrais un petit bémol juste, c'est sur l'impact carbone également de tout le reste, puisque, et y compris des solutions CVC. Le fait de faire des... CVC, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, tous les systèmes de génie climatique, on va dire, donc chauffage, ventilation, climatisation. Il y a, je pense aussi, des leviers d'optimisation sur la fabrication par exemple de chaudières, mais aussi de tout un tas d'éléments où on n'a pas idée que ça a un impact carbone. Et en fait, quand on fait le calcul, c'est le principe de l'ACV, c'est justement de quantifier les choses et de différencier ce qui pèse 1, 1000, 10 000, 1 milliard, et puis de voir quels sont les éléments qui sont impactants ou pas. Et je pense qu'il y a vraiment un levier d'optimisation sur absolument tout en fait dans le bâtiment. Y compris sur des systèmes qui pourraient être vertueux au départ. Ces leviers, c'est quoi? Alors, un ou deux? Ça c'est une question qu'il faut poser plutôt aux fabricants pour le coup, parce que dans les fiches FDES on n'a que le résultat du poids carbone d'un produit donné. Alors ce dont on s'aperçoit, c'est assez intéressant quand on regarde les FDES, c'est de se rendre compte que le poids carbone d'un produit, il est souvent lié à un process de fabrication et assez
peu, enfin en tout cas intuitivement, on aurait tendance à dire que c'est beaucoup, mais au final c'est assez faible au transport. Donc assez peu au transport et beaucoup à la fabrication. Et donc on peut imaginer des process de fabrication qui soient plus vertueux et qui nous permettent ensuite d'avoir beaucoup moins d'émissions carbone liées à la fabrication d'un produit donné. Et ça, c'est valable pour l'acier que vous utilisez, par exemple, j'imagine. C'est tout à fait vrai. Alors, si je le dis effectivement avec plus de... J'entends et je pense que c'est des drivers intéressants pour effectivement se remettre en cause et se dire, OK, comment on peut faire mieux que ce qu'on fait. Ce que je voulais dire, c'est que la valeur standard qui allait être prise avait un impact. Pardon, si on travaillait nous sur une fiche de notre côté en tant qu'industriel pour faire notre propre fiche, l'écart avec la valeur standard qui était prise aurait été faible. Donc que nous on essaye de progresser, c'est évident et c'est vraiment c'est ça, ça nous guide et ça nous oriente, mais on aurait peu gagné par rapport à la valeur standard qui avait été prise. Aujourd'hui, au début, on va dire au lancement de la RE 2020. En 2030, peut-être ce sera... Les exigences vont monter, ce sera différent. Il faudra qu'on progresse. Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est progressif. Hein. Exactement. Sur les exigences énergétiques, on a un seuil, mais qui est là pour toute la vie, j'allais dire. Et puis, par contre, sur les exigences carbone, on a des seuils qui marchent par période de 3 ans. Donc, on a une première période de 3 ans, là, 2022, 2023, 2024, sur lesquels on va travailler avec un certain seuil. Et puis, en 2025, on descend d'un cran. En 2028, on descend encore d'un cran. Et en 2031, on descend encore d'un cran. Ce qui veut dire que on a une RE 2020 qui est là, qui est faite pour durer et qui nous donne une échéance d'une dizaine d'années déjà. Voilà. Et ça correspond à quoi ? C'est moins 30% en 2030 ? Alors, ce qu'il faut retenir globalement en moyen mnémotechnique, c'est de dire que c'est moins 15, moins 25, moins 35% sur ces échéances-là, sur l'impact carbone de la construction. Alors maintenant, on va voir l'impact de cette réglementation sur les matériaux. On a entendu plus de construction, plus de maisons individuelles, béton, dans 10 ans. C'est une réalité ou pas ? Alors, c'est une question qui est pas simple. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, pour rassurer peut-être certains qui s'alarment d'un changement immédiat, étant donné l'évolution dont on vient de parler des critères de carbone, en fait, on se rend compte qu'en 2022, on n'introduit pas une révolution vis-à-vis des systèmes et des matériaux. C'est-à-dire que des tas de gens ont déjà construit des maisons RE 2020 sans le savoir. Voilà, c'est juste qu'il faut faire le calcul carbone pour... Voilà, il faut faire le calcul carbone pour le être prouver, sûr qu'on est bien au carbone, mais aujourd'hui, on peut faire une maison bas carbone, à plus faible impact. Réglementaire, en tout cas. Réglementaire, ouais. Avec un bloc béton, avec une brique et avec un système constructif bois. Tout à fait, voilà. Par contre, effectivement, les choses vont changer, vous l'avez compris, donc de manière évolutive, par période de 3 ans. Et la maison traditionnelle aujourd'hui, si on fait, on se projette à 2031, eh bien effectivement, elle ne passe plus cette exigence. Ça veut dire que d'ici là, et puis même je dirais d'ici 2025 en fait, il faut commencer à réfléchir sur des solutions qui sont un petit peu plus bas carbone. Alors en fait, on a plusieurs leviers à activer. Des leviers de conception, c'est-à-dire on va choisir par exemple tel système constructif plutôt qu'un autre. Le système constructif d'une maison ou d'un logement collectif, c'est entre 25 et on va dire 40% du poids carbone de la construction. De la construction. Voilà. Donc si vous passez d'un système tout béton à un système tout bois pour faire on va dire 2 extrêmes, eh bien effectivement vous allez réduire de l'ordre de 15, 20, 25% le poids carbone du bâtiment, ce qui est important. Malgré tout, il y a encore 75% sur lesquels on n'a pas agi. Et donc, c'est demain plus de matériaux biosourcés peut-être, des matériaux qui ont des process de fabrication plus vertueux. Et donc là, on entre dans une période où on va challenger un peu les industriels, les fabricants, pour que justement ils répondent à cette question de poids carbone de fabrication de produits. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, que les fabricants de blocs béton, par exemple, si on reste sur la maison individuelle, alors eux, ils sont plutôt bons parce qu'il n'y a pas trop de clinker, pas trop de ciment dans un bloc béton. Mais évidemment, du côté du ciment, on réfléchit énormément à la manière de faire baisser l'impact. Et ça, on n'est pas encore tout à fait arrivé.
Non, alors c'est ce qu'on appelle un petit peu les bétons bas carbone, et donc qui est fait avec du ciment bas carbone, qui aujourd'hui n'a pas de définition, on va dire, qui fait consensus. On ne sait pas ce que c'est. Exactement. Mais c'est clairement un axe de travail important sur lequel les cimentiers, les grands majors du béton se penchent évidemment. Mais on voit tout de suite que ça bouge. On a des fabricants de ciment qui ont changé leur process et qui font des fabrications de ciment à froid, donc sans émission de CO2, enfin en tout cas beaucoup moins. Et voilà, peut-être que c'est le béton du futur, et peut-être que c'est avec ce béton-là qu'on construira la maison de 2031, qui sera donc encore en béton. Il y aura forcément un impact sur les matériaux qu'on utilise pour construire un bâtiment. Oui. Est-ce qu'il y aura un impact cette fois-ci sur l'infrastructure, Est-ce qu'on prend en compte l'infrastructure? Là, je parle par exemple de parking, de choses comme ça. Alors l'impact carbone des infrastructures est effectivement pris en compte, mais il est plafonné. C'est-à-dire que au-delà d'un certain seuil, on dit si vous construisez un parking parce que vous devez répondre à une exigence réglementaire d'un plan local d'urbanisme qui vous dit qu'il faut construire 100 places de parking, c'est pas de votre faute entre guillemets si vous construisez un parking. Et donc on va plafonner, c'est-à-dire que si vous dépassez un certain poids carbone, on dit tant pis, c'est pas grave, on compte pas ce surplus de carbone. Donc, il y a moins d'impact sur tout ce qui est infra. Je vais revenir à vous. Comment vous vous adaptez? Donc, si j'ai bien compris, des systèmes comme les vôtres sont plutôt adaptés, passent, on va dire, au niveau du bâtiment collectif. C'est un peu plus compliqué dans l'individuel. Pourquoi? Alors, je vais rebondir d'abord sur quelque chose sur la construction. Non, mais un des éléments qui nous est très favorable finalement, c'est que si la construction bois se développe, c'est un élément fondamental du bois énergie. On est le sous-produit de la première transformation du bois. Donc, si la construction bois se développe, on produit plus de coproduits qui participent, entre autres, à fabriquer des isolants, à fabriquer des panneaux de bois et à fabriquer du bois énergie. Donc, les deux éléments fondamentaux de la réglementation environnementale sur la partie construction, qui favorise un peu le bois, et sur la partie énergie, vont un peu dans le même sens pour nous. Favoriser la construction bois, c'est aussi favoriser la génération de connexes de bois qui vont permettre de faire du bois énergie. Plus on construit en bois, plus vous avez de produits connexes, plus on fait du pellet, plus on peut développer le bois. En termes de disponibilité de la ressource granulée ou de la ressource bois énergie, c'est un des moyens d'en générer pour, encore une fois, dans un cycle normal qui est d'abord de faire du bois d'œuvre. Voilà, du bois d'œuvre, et vous utilisez le déchet pour le granulé. Alors, on n'a pas le droit de dire déchet, mais on n'a pas, la ressource. J'ai fait attention à dire un connexe. Ouais. Mais moi, j'ai le droit de dire des choses fausses. Et vous me reprenez. Allons-y sur le système. Sur l'aspect, donc on disait sur l'aspect environnemental, le bois énergie est considéré comme bas carbone sur les émissions, donc très faible émetteur de CO2. L'enjeu pour nous, si on se focalise sur la construction neuve, il est de dire il y a un objectif prix qui est très serré dans la construction neuve. Le système énergétique, et c'est d'autant plus vrai avec des besoins énergétiques qui deviennent de plus en plus faibles, on est de moins en moins prêt à mettre d'argent dans le système énergétique. Donc c'est un système énergétique compétitif en prix, et c'est un système énergétique pas trop volumineux pour les raisons les mêmes finalement. Ça prend, le mètre carré est cher, donc il faut prendre peu de place. Donc l'enjeu pour nous, il est de réduire le volume, d'intégrer tout le système et de ne pas avoir une multiplicité, une chaudière d'un côté, un ballon d'eau chaude sanitaire de l'autre par exemple, et d'être compétitif en prix. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. L'avantage d'une maison performante pour nous, c'est que si on se compare au gaz ou à l'électricité, l'énergie arrive par le réseau, donc on n'a pas à la stocker. Nous, on doit stocker l'énergie. Donc finalement, plus la maison consomme d'énergie, plus on doit en stocker. Donc moins on consomme, moins on en stocke. Et là, ça nous permet de réduire les quantités de stockage ou les quantités dans la trémie qui vont augmenter l'autonomie de la chaudière. Donc on a travaillé sur la réduction du volume de stockage de granulés et puis sur l'intégration de la production d'eau chaude sanitaire et diminuer les puissances. Et puis se challenger sur le prix pour être globalement sur une cible de prix qui est autour de la pompe à chaleur, puisque notre j'allais dire, c'est pas nous qui sommes, enfin c'est nous qui allons challenger encore une fois la pompe à chaleur sur le prix. D'accord. Donc on voit bien aussi que ça a un impact sur ce que vous proposez, et vous n'êtes pas le seul à réfléchir à ça. On arrive un petit peu au terme de l'échange. Alors bon, c'est pas forcément suffisant, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et pour aller plus loin, une petite conclusion, et ma seule question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'important
qu'on n'a pas dit et qu'il faut dire à propos de cet impact sur les matériaux et systèmes de la RE 2020. Alors, ce qu'on n'a pas dit, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais ce qu'on peut dire, enfin moi, le message que je souhaite faire passer, c'est de dire que la RE 2020, c'est quand même une réglementation dont il ne faut pas avoir peur, vraiment pas, parce que premièrement, dès le début, elle n'est pas très impactante. Donc l'idée, c'est de dire, prêtez-vous au jeu de l'énergie et du calcul carbone, qui est une nouveauté, c'est vrai, pour vous rendre compte que finalement on y arrive, et puis par contre que deuxièmement effectivement les exigences vont s'accélérer, et donc c'est d'autant plus important de se prêter au jeu dès le début pour pouvoir se poser les bonnes questions sur cette période transitoire qu'on nous offre là de 2022 à 2025. Voilà, on a encore une période transitoire, on avait une période d'expérimentation avec E+C-, oui. Et on a encore une période transitoire, donc normalement on devrait y arriver. Oui, voilà. La différence, c'est que la période transitoire est quand même une réglementation aujourd'hui, donc il faut la respecter. Il faut s'y conformer et la respecter. De votre côté, qu'est-ce qui est important qu'on n'aurait pas eu le temps de dire ? Non, alors effectivement, la partie tournait plus autour de l'aspect réglementation, et c'est bien normal, et des évolutions. Sur les systèmes, c'est de notre côté un peu moins impactant. Non, je pense que nous, on a une solution qui est aujourd'hui très peu considérée dans la maison individuelle neuve, et que la réglementation environnementale amène un peu plus naturellement à se poser cette question-là. C'est juste de dire, il y a d'autres solutions que la pompe à chaleur, il faut les envisager, peut-être à chaque personne, à chaque construction, à chaque géographie et particularité, de trouver la bonne solution énergétique. Et on en est une de plus. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal, donc nous parler de RE 2020, d'impact sur les matériaux et systèmes. J'imagine qu'il y a plein d'informations sur la RE 2020 qu'on peut trouver. Vous avez une idée, par exemple ? Oui, alors il y a beaucoup d'informations via, par exemple, le site officiel du ministère, donc rtrebâtiment.fr, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des mallettes pédagogiques qui sont en cours de création, justement un petit peu pour détailler tout ça, par exemple via l'association AICVF, donc qui sera bientôt disponible, j'espère. Voilà, puis il y a de multiples sources d'informations, l'ADEME, exactement. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu sur ce plateau. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositif, bien sûr, et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.